Bonjour à tous, je suis Stéphanie, astrologue et astropsychologue, et je vous souhaite la bienvenue dans Va voir ton astrologue. On démarre un nouvel épisode consacré à Pluton et ses influences générationnelles. Cette fois-ci, on va voir Pluton en signe et on commence naturellement par le signe du Bélier. Mais avant de plonger dans les mystères astrologiques, je voulais revenir sur un commentaire qui m'a paru très pertinent, qu'on a reçu d'un auditeur, que je remercie d'ailleurs, et qui a soulevé une question intéressante sur le déclassement de Pluton en tant que planète. Alors, pour être classé comme une planète, un corps céleste doit répondre à 3 critères qui ont été définis par l'Union astronomique internationale. Tout d'abord, il doit être en orbite autour du Soleil, ce qui est le cas de notre Pluton. Deuxièmement, il doit être suffisamment massif pour que la force de gravité le rende sphérique, ce qui est aussi le cas de Pluton. Mais c'est le 3e critère qui a posé un véritable problème puisqu'il exige qu'une planète ait nettoyé son périmètre gravitationnel proche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une planète doit avoir une influence gravitationnelle significative sur son environnement immédiat, de sorte qu'elle soit capable d'éviter la présence d'autres corps qui pourraient partager sa trajectoire orbitale. En d'autres termes, elle doit avoir éliminé ou écarté tous les autres corps célestes de son voisinage. Et malheureusement, c'est pas du tout le cas de Pluton, qui partage son orbite avec des corps célestes qui sont parfois aussi massifs que lui. Et c'est ce qui a conduit l'Union astronomique internationale à déclasser Pluton en tant que planète. Alors, cette décision était aussi motivée par la volonté d'éviter une prolifération de planètes dans notre système solaire. Je m'explique. Les avancées technologiques, en particulier l'amélioration des télescopes optiques, ont permis la détection d'un grand nombre de nouveaux corps célestes. Alors, si Pluton avait été maintenu en tant que planète, cela aurait entraîné la nécessité d'ajouter un bon nombre d'autres entités à la liste, compromettant ainsi la clarté de la classification planétaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le déclassement de Pluton s'inscrit dans une réelle démarche scientifique visant à maintenir une définition précise des planètes tout en tenant compte des découvertes croissantes dans notre exploration de l'espace. Voilà, j'espère que cette petite clarification astronomique vous aura permis de mieux comprendre les raisons qui ont incité l'UAI à requalifier Pluton en planète naine. Ce point étant fait, nous allons pouvoir continuer notre exploration de Pluton en signe et on commence tout de suite avec Pluton en Bélier. Restez avec moi pour découvrir les projets tout à fait audacieux de cette génération. Pluton entre en Bélier en 1822 et le quittera en 1853. Il inaugure ainsi un cycle astrologique de 31 ans, symbolisant un véritable renouveau et on va voir pourquoi. Mais avant, il est important de noter que les influences de Pluton commencent à se manifester généralement quelques degrés avant son entrée complète dans un signe, prenant en compte les phases de rétrogradation qui sont relativement longues. Pour nos auditeurs moins familiers avec le terme de rétrogradation, il s'agit tout simplement d'un mouvement apparent de la planète qui donne l'impression, quand on l'observe depuis la Terre, que la planète retourne vers l'arrière. Au niveau énergétique, cela crée une période où les influences de la planète sont particulièrement intenses, ce qui peut accentuer les aspects liés à cette planète, notamment dans un thème natal. Dans le cas de Pluton, ces périodes de rétrogradation marquent des moments clés où Pluton achève un cycle astrologique pour amorcer le suivant. Mais pour illustrer mes propos, on va prendre un exemple très concret avec la construction du premier chemin de fer public de voyageurs, la ligne de Stockton and Darlington Railway, qui a débuté en 1821. La construction de la ligne a été autorisée par une loi adoptée par le Parlement le 19 avril 1821, avec quand même 2 premières tentatives infructueuses en 1818 et 1819.
Alors, ce n'est finalement qu'en 1823, grâce à un amendement à la loi, que le tracé final étudié par George Stephenson a pu être voté, incluant également une disposition autorisant l'utilisation de locomotives à vapeur pour la traction des trains. Alors vous voyez qu'avec cette illustration, on souligne que l'implémentation des changements se fait progressivement avant l'entrée complète de Pluton dans un signe, en tenant compte des périodes de rétrogradation. Cette clarification était pour moi assez importante pour que vous compreniez bien que le passage d'une énergie à une autre se fait graduellement. Alors pour enrichir notre compréhension des étapes générationnelles, nous allons également nous appuyer sur la théorie de Strauss-Howe qui offre une perspective intéressante sur les cycles historiques. Selon lui, les générations suivent un schéma prévisible formant un séculum représentant une période d'environ 80 à 100 ans et qui comprend 4 archétypes de générations distinctes. Ainsi, la période de 1822 à 1859, qui couvre la période de Pluton en Bélier, de 1822 à 1853, correspond bien au séculum de la guerre civile, caractérisé par 2 générations successives, celle de la Guilde ou génération dorée, et celle de la génération progressive. Ceci nous permet ainsi d'avoir un repère dans l'histoire, nous offrant ainsi une meilleure compréhension de notre exploration transgénérationnelle de Pluton en Cygne. En tant que signe inaugural du zodiaque, le Bélier incarne l'esprit du pionnier, celui qui est l'initiateur de nouveaux départs et l'instigateur de changements plutôt audacieux. Alors, la rencontre entre Pluton, la planète de la transformation profonde, comme nous l'avons vu dans la partie 1, et le Bélier, gouverné par des énergies martiennes, cette période va être plutôt effervescente et l'humanité va être animée par une certaine passion, une ambition de commencer quelque chose de totalement nouveau. Alors, comment vont-ils concrétiser ces aspirations ? Tout simplement en instaurant et en développant l'industrialisation, ce qui va vraiment marquer une rupture nette avec les anciens modes de vie agraires et ça va permettre d'instaurer cette nouvelle ère du Bélier. Alors évidemment, pour passer d'un mode de vie agricole à un mode de vie industrialisé, on va devoir faire des changements et notamment au niveau de la politique. C'est ainsi que va débuter en Europe, à partir de 1848, plusieurs révolutions qui vont marquer des soulèvements populaires réclamant des réformes politiques et sociales assez profondes et marquantes. Alors, comme je ne peux pas passer en revue toute l'histoire européenne, on va prendre quelques exemples, comme la France, où nous avons eu la proclamation de la Deuxième République le 24 février 1948. On a aussi la Révolution allemande de 1848 à 1849 qui a engendré des soulèvements dans plusieurs États allemands. Cependant, aucun n'a pu aboutir à l'unification de l'Allemagne. En Italie, la révolution de 1848 a vu des soulèvements contre les régimes autocratiques et a lutté pour une unification de l'Italie. Encore une fois, les résultats concrets ont été limités à ce moment-là. L'Empire autrichien a été secoué par des soulèvements nationalistes et des demandes de réforme, là aussi. Mais les troubles ont également touché d'autres parties de l'Empire, y compris la Hongrie. La Révolution de 48 a eu des répercussions en Pologne, qui était alors partagée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Alors des mouvements indépendantistes et révolutionnaires ont éclaté partout, mais le résultat à long terme a aussi été limité. Alors pourquoi ? Parce que le Bélier, lui, il démarre des changements. Mais par contre, c'est les autres générations qui vont avoir la mission de continuer ce que le Bélier a élaboré. Donc maintenant, on va passer aux États-Unis, où là aussi, vous allez voir qu'il y a le début de la ruée vers l'or, qui a démarré en Californie, après la découverte de plusieurs filons à Sutter's Mill. Et ce moment finalement emblématique a attiré des milliers de chercheurs venus du monde entier et symbolise vraiment cet esprit pionnier du Bélier.
Ainsi, il va marquer le commencement d'une activité frénétique aux États-Unis liée à l'extraction de l'or et à la création de nouveaux établissements miniers, et ça va entraîner une période d'activité économique plutôt prospère. Ça nous donne des grands mouvements de population, ça nous donne aussi des constructions de nouvelles villes et ça nous donne l'exploration de nouvelles terres à la recherche de gisements aurifères. Donc vous voyez, on est en plein dans un grand élan de nouveautés, de démarrage de projets, d'effervescence, et c'est vraiment ce qui symbolise cette ère du Bélier et qui va permettre aussi d'instaurer le début des discussions sur l'esclavage, qui est à l'époque un sujet plutôt brûlant aux États-Unis, mais qui va conduire à la signature des compromis du Missouri afin de maintenir un équilibre entre les États esclavagistes et les États libres. Alors les projets sont ainsi mis en place, mais comme le Bélier démarre les projets, on sait que la question reviendra plus tard. En attendant, les idées progressistes feront le chemin, quoi qu'il en soit. Alors le Bélier, en tant que signe de l'initiative, de la passion, mais aussi du leadership, a également inspiré des mouvements politiques et sociaux radicaux. Des soulèvements et des luttes pour l'indépendance nationale ont éclaté, marquant des mouvements de révolte un peu partout en Europe, tels que l'indépendance de la Belgique et de la Grèce en 1830. Les idéaux du Bélier, symbolisant le courage et la détermination, ont incité les individus à se battre pour leurs droits et leur liberté, laissant leur empreinte dans la carte politique de l'Europe. Parallèlement à tout ça, le Bélier, c'est aussi des inventions révolutionnaires, dont par exemple la première photographie permanente en 1826 par Joseph Nicéphore Niepce, ou alors le télégraphe électrique développé par Samuel Morse entre 1830 et 1840. Et puis, je ne pourrais pas passer à côté de cette découverte majeure pour les astrologues, puisque c'était la découverte de Neptune par Urbain Le Verrier en 1846 et la première photographie réussie de la Lune en 1840 par John William Draper ont également ajouté les jalons à cette ère de progrès. Ainsi, Pluton en Bélier a laissé son empreinte à travers des leaders passionnés qui ont impulsé les bases de la révolution industrielle, façonnant ainsi une nouvelle idéologie et ouvrant la voie surtout à un nouveau modèle socio-économique. Les dynamiques du Bélier, caractérisées par l'initiative et l'énergie pionnière, ont inspiré des actions audacieuses et défini l'avenir avec une détermination inébranlable. Et voilà qui conclut notre exploration de Pluton en Bélier. N'hésitez pas à me faire un commentaire si vous avez des remarques constructives à me faire, bien sûr dans le respect et la bienveillance. Vous pouvez aussi me laisser un like ou un dislike, finalement, pour exprimer votre opinion. C'est toujours intéressant afin que je puisse faire évoluer mon contenu. En attendant, je vous dis à très vite pour explorer Pluton en Taureau qui nous réserve son lot de surprises, lui aussi. Vous pouvez trouver un code de réduction pour l'étude de votre thème natal dans le descriptif de la vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas que les initiatives que vous prenez aujourd'hui permettent de construire votre futur. À très vite sur Va voir ton astrologue.